Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, alors que toutes les conditions sont absolument parfaites, vous rentrez inexorablement bredouille à la maison? Vous avez le bon leurre, vous êtes sur le bon poste, l'eau a une belle couleur. Et pourtant, zéro touche, rien. Le désert absolu sous la surface. Et si je vous disais aujourd'hui que le vrai coupable n'est pas le méchant vent de nord-est, ni la lune pleine, et encore moins le manque de poissons dans la rivière? Le responsable de votre capot, il est peut-être là, accroché au bout de vos doigts. Oui, je parle de votre fameux petit café de 6 heures du matin, celui que vous sirotez fièrement dans votre thermos en regardant la brume se lever sur l'eau. Je vous préviens tout de suite, ce que je vais vous révéler dans cette vidéo risque de froisser quelques vieilles certitudes et de briser vos habitudes matinales. Mais si vous écoutez jusqu'au bout, vous comprendrez enfin pourquoi le poisson fuit votre hameçon comme la peste. Alors, prêt à entendre la vérité qui fâche? D'ailleurs, posez-vous la question sérieusement. Combien d'entre vous touchent à leurs appâts ou leur leurre juste après avoir tenu leur tasse fumante? Répondez-moi franchement dans les commentaires, on va bien voir qui a le courage d'avouer cette erreur fatale. On le sait tous très bien, le début de saison, c'est un moment quasiment sacré pour nous. On l'a attendu pendant des mois d'hiver interminables. On a préparé le matériel minutieusement, refait tous les nœuds, trié les boîtes par couleur et par taille. Le matin de la première sortie, le rituel est devenu immuable pour 99% des passionnés. On se lève aux aurores, les yeux encore collés par le sommeil, et la toute première chose que l'on fait dans la cuisine, c'est de couler un café bien noir et bien fort. Et souvent, une fois arrivé sur le bord de la rivière ou sur les berges du lac, le thermos métallique sort du sac à dos avant même la canne à pêche. C'est normal, c'est la tradition, c'est le moment de convivialité pure avec les copains, ou le petit plaisir solitaire face à la nature qui s'éveille doucement. On boit une grande gorgée chaude, on observe les ronds dans l'eau, et hop, on attrape son leurre favori ou sa plus belle bouillette pour effectuer le premier lancer de la journée. On fait ça depuis des dizaines d'années. Nos pères faisaient exactement la même chose. Nos grands-pères aussi, la pipe à la bouche en prime. Alors, pourquoi remettre en question cette habitude si réconfortante? Tout simplement parce que le monde sous-marin a ses propres règles de survie, et que l'odorat des poissons est une arme redoutable que nous sous-estimons depuis bien trop longtemps. Nous sommes tellement obsédés par la vue et les vibrations de nos montages que nous en oublions l'essentiel. L'empreinte chimique invisible que nous laissons derrière nous à chaque manipulation. Transition, le réveil dans le brouillard et l'erreur fatale. Imaginez précisément la scène de votre prochaine sortie. Il est à peine 5h30 du matin. Le soleil n'est pas encore levé sur l'horizon. Une légère brume d'évaporation glisse silencieusement sur la surface sombre de l'eau. Vous êtes là, debout sur la berge de terre. Vous sentez le froid piquer un peu vos joues et vos mains. C'est le moment absolument parfait, celui que vous avez imaginé pendant tout l'hiver de fermeture. Vous ouvrez le bouchon de votre thermos de voyage et une odeur puissante et très réconfortante de café torréfié envahit immédiatement l'air frais du matin. Vous tenez fermement le gobelet brûlant entre vos deux paumes pour essayer de vous réchauffer les articulations engourdies. C'est un pur bonheur d'avant-pêche. Sauf que, sans le savoir le moins du monde, vous venez d'activer une bombe à retardement invisible pour votre session. Le café contient des dizaines de composés chimiques très volatiles et gras. Ces huiles essentielles de torréfaction se déposent instantanément sur la peau de vos mains, par la simple vapeur ou les micro-gouttelettes. Et que faites-vous exactement 2 minutes plus tard? Vous plongez ces mêmes doigts profondément imprégnés de caféine et d'huiles amères directement dans votre sac de pêche. Vous prenez votre fil de bas de ligne, vous touchez la pointe de votre hameçon, vous malaxez votre appât naturel,
où vous accrochez méticuleusement votre leurre souple par la tête. Vous venez, dans la plus grande insouciance, de marquer votre piège avec un énorme panneau clignotant qui hurle au danger mortel pour n'importe quel poisson sauvage, un minimum méfiant. Transition, la grande illusion de la pêche à vue. Nous avons tous grandi depuis notre plus jeune âge au bord de l'eau, avec cette croyance particulièrement tenace qu'un poisson chasse ou se nourrit principalement grâce à ses yeux ou à sa fameuse ligne latérale. C'est le grand mythe magistral que les fabricants de matériel de pêche adorent entretenir chaque année dans leur catalogue. On vous vend des dizaines de leurres avec des couleurs incroyables, des paillettes holographiques scintillantes, des yeux en 3 dimensions et des détails d'écailles peints à la main avec une précision chirurgicale. On vous fait croire dur comme fer que la différence entre une bredouille monumentale et la prise du poisson de la décennie se joue uniquement sur une subtile nuance de vert olive ou de rouge sang. C'est vrai que la vision joue un rôle d'attaque finale. Personne ne contredit totalement ce fait scientifique. Mais c'est ignorer dangereusement la biologie de base de nos partenaires de jeu, surtout en tout début de saison, quand l'eau est encore extrêmement froide et souvent fortement teintée par les crues répétées de la fin de l'hiver. La visibilité sous la surface est réduite à néant ou presque. Le poisson ne voit littéralement pas à plus d'1 ou 2 mètres devant son nez. Dans ces conditions aquatiques très difficiles, le carnassier ne se fie pas du tout à ses yeux pour repérer de loin. Il se fie en priorité absolue à son nez, ou plutôt à ses récepteurs olfactifs ultra-sensibles. Et laissez-moi vous affirmer que dans son monde aquatique glacial et vaseux, l'odeur persistante d'un expresso bien serré n'a strictement rien de naturel ni d'appétissant. C'est une alarme chimique d'intrusion humaine que vous envoyez directement dans son espace vital. Transition, le radar chimique sous-marin. Pour bien comprendre toute l'ampleur du désastre que représente votre gobelet fumant, il faut se pencher une petite minute sur la façon mécanique dont un poisson perçoit son propre environnement. Prenez un grand prédateur, un brochet par exemple, ou même un magnifique poisson fouisseur comme la carpe. Leurs narines ne servent absolument pas à respirer l'oxygène de l'eau, elles sont entièrement et uniquement dédiées à l'analyse chimique du milieu. L'eau entre par un orifice frontal, passe lentement sur des rosettes olfactives complexes couvertes de millions de cellules sensorielles et ressort par un autre trou situé juste derrière. Ce système d'analyse de pointe est allumé 24 heures sur 24 sans jamais s'arrêter. Un poisson adulte peut détecter une seule particule de nourriture ou une seule molécule de danger, diluée dans plusieurs millions de particules d'eau douce. C'est un véritable super-pouvoir que nous, pauvres humains avec notre nez souvent bouché par les allergies ou la pollution urbaine, avons énormément de mal à concevoir intellectuellement. Alors, quand votre magnifique petit leurre souple imitation Gardon dérive lentement vers le fond de la rivière, traînant inévitablement dans son sillage une molécule résiduelle de caféine ou, pire encore, de sucre blanc et de lait concentré si vous aimez les boissons douces, le poisson ciblé le capte bien avant de l'avoir vu. Et face à une odeur aussi agressive qu'il ne connaît absolument pas dans son régime alimentaire naturel, son instinct primaire de survie immédiate prend violemment le dessus. Il ne va jamais goûter par simple curiosité ludique. Il va donner un grand coup de queue, faire demi-tour et s'enfuir se cacher dans les herbiers. Transition, l'impact redoutable de l'eau froide sur les odeurs. Au début du printemps, les eaux de nos lacs et de nos rivières sont encore particulièrement froides. C'est un paramètre fondamental de la dynamique aquatique que beaucoup de pêcheurs négligent joyeusement quand ils préparent leur approche sur la berge. Dans une eau stagnante à 8 ou seulement 10 degrés Celsius, le métabolisme entier du poisson est considérablement ralenti par la nature. Il ne veut surtout pas dépenser de la précieuse énergie pour poursuivre une proie qui n'en vaut pas la peine. Il est tatillon, méfiant au plus haut point, et il inspecte longuement et méticuleusement sa cible potentielle avant de se décider enfin à ouvrir sa grande gueule.
Mais l'eau très froide possède aussi une autre propriété physique qui se révèle extrêmement agaçante pour notre réussite de pêcheur. Elle fige littéralement les odeurs grasses sur les objets immergés. Quand vous touchez fermement votre leurre dure, avec vos doigts sentant encore le café bien chaud, les huiles végétales de la boisson se solidifient presque instantanément au contact direct de la matière plastique ou métallique refroidie par l'air ambiant. Elles créent un film chimique invisible, mais incroyablement tenace sur la surface de votre piège. Contrairement à une eau très chaude en plein milieu du mois d'août qui va rapidement dissiper, diluer et laver cette fine pellicule malodorante, l'eau glaciale et dense du début de saison va, au contraire, la préserver intacte pendant de très longues minutes, voire même des heures complètes de pêche. Vous avez beau faire 30 lancers appuyés de suite vers l'autre rive, la fameuse empreinte amère de votre petit déjeuner matinal est toujours fidèlement là, accrochée à la bavette de votre poisson nageur, repoussant méthodiquement et systématiquement chaque prédateur curieux qui s'en approche de trop près. Transition. Le déni obstiné du pêcheur expérimenté face à la science. Si vous abordez sérieusement ce sujet très spécifique avec un vieux pêcheur au bord du canal, un de ceux qui portent le même gilet élimé depuis 20 ans, il y a de très fortes chances qu'il vous rit bruyamment au nez. Il va vous regarder de haut en souriant et vous affirmer avec aplomb que cela fait 40 ans qu'il pêche exactement comme ça, avec une clope allumée au bec et un gobelet de café fort à la main, et qu'il a pris dans sa vie beaucoup plus de beaux poissons que vous n'en verrez jamais en rêve. C'est ce qu'on appelle communément le fameux biais de confirmation psychologique du pêcheur. On se souvient toujours de manière éclatante de ce fameux mardi pluvieux de l'année 98 où l'on a miraculeusement sorti un brochet monstrueux en buvant paisiblement un grand café crème adossé à un arbre. Mais ce qu'on oublie volontairement d'analyser, ce sont les centaines d'autres petits matins brumeux où l'on est rentré piteusement à la maison la queue entre les jambes, en accusant vivement la forte baisse de la pression atmosphérique, le vent fou qui a tourné brutalement, ou le niveau d'eau du barrage qui a sournoisement baissé de 3 cm dans la nuit. C'est tellement plus facile et réconfortant pour notre ego blessé d'accuser les éléments naturels incontrôlables que de se remettre profondément en question sur la berge. Admettre sincèrement que son propre rituel matinal préféré est la cause directe et évitable de son échec cuisant, c'est une pilule très dure à avaler. Pourtant, remettez les choses honnêtement dans leur contexte actuel. La pression de pêche moderne d'aujourd'hui n'est plus du tout celle d'il y a 40 ans. Les poissons d'aujourd'hui sont suréduqués, sans cesse piqués, relâchés, et ils apprennent les dangers de leur environnement très très vite. Transition. Une petite discussion révélatrice au bord de l'étang. Pensez 2 secondes à cette situation ultra classique que nous avons tous vécue au moins une fois dans notre vie de pêcheur. Vous êtes consciencieusement posté sur un hotspot depuis 2 longues heures, en grattant le fond méthodiquement, et vous n'avez pas enregistré la moindre petite touche. Un autre pêcheur inconnu arrive discrètement, salue de loin, et se pose gentiment à une trentaine de mètres sur votre gauche. Lui, observez-le bien, il n'a pas de thermos encombrant posé sur l'herbe. Il est arrivé direct de sa voiture chauffée, il a pris son petit matériel léger, et il a commencé à pêcher immédiatement. Et bam, miracle! Au bout de seulement 15 petites minutes d'insistance, il ferre lourdement un beau poisson maillé, puis un deuxième un peu plus tard, près des nénuphars. Vous allez le voir, guidé par une curiosité teintée d'une pointe de jalousie bien placée. Vous lui demandez poliment avec quoi il pêche aujourd'hui. Il ouvre sa main et vous montre fièrement et exactement le même montage technique que le vôtre. C'est le même modèle de leurre souple, la même couleur verdâtre, la même taille d'hameçon texan et le même grammage de plomb. C'est à devenir complètement fou de rage intérieure, n'est-ce pas? Vous repartez la tête basse sur votre propre poste, frustré au possible,
en vous disant qu'il a eu le coup de chance du siècle insolent ou que le banc de poissons actifs était bizarrement concentré juste devant ses bottes. Mais la véritable différence fondamentale, ce jour-là, c'était le message olfactif. Ses mains rudes sentaient simplement l'eau pure du lac, la terre des berges ou l'herbe folle du bord. Vos mains à vous, elles, étaient une véritable affiche publicitaire criarde pour le comptoir en zinc du café du coin. Les poissons curieux qui ont docilement suivi votre animation ont fait un refus brutal de toute dernière seconde, freiné net par ce petit goût amer chimique qui s'échappait doucement de votre tresse. Lui a eu l'attaque franche et massive. Vous avez lamentablement récolté le capot. Transition. Pourquoi les huiles de café sont le pire ennemi du matériel de pêche? Il faut véritablement comprendre la composition moléculaire de votre boisson noire pour saisir précisément pourquoi c'est un tel repoussoir sous la surface de nos eaux. Le grain de café torréfié contient naturellement une très grande quantité de lipides lourds, des acides gras extrêmement complexes à dégrader et des alcaloïdes puissants, dont la célébrissime caféine, qui nous maintient éveillés. La nature chimique même de tous ces éléments combinés fait qu'ils ne se mélangent pas du tout facilement avec l'eau de la rivière. Ce sont techniquement des graisses hydrophobes. Quand vous touchez innocemment votre appât préparé, vous déposez irrémédiablement ce film gras isolant sur toute la surface de votre leurre neuf. Ce n'est pas seulement une odeur volatile, c'est avant tout une barrière physique de texture chimique. Pire encore dans cette affaire, ces huiles persistantes ont la méchante tendance à piéger et à retenir hermétiquement la véritable odeur naturelle de votre appât, qu'il s'agisse d'un gros lombric bien juteux ou d'un précieux attractant liquide à l'ail hors de prix que vous avez généreusement versé sur votre montage en plastique. Le film étanche d'huile de café agit comme une véritable combinaison de plongée imperméable, enfermant profondément les bons effluves carnés de nourriture et ne diffusant dans le courant de l'eau que sa propre amertume torréfiée, désagréable. C'est exactement comme si vous essayiez innocemment de servir un magnifique plat gastronomique dans un grand restaurant, mais entièrement recouvert d'une épaisse couche visqueuse de liquide vaisselle citronné. La présentation visuelle a beau être absolument parfaite et digne d'un grand chef, absolument aucun client n'aura jamais envie de mordre avec appétit dans ce poison chimique. Transition. La contamination en chaîne invisible de tout votre équipement. Le très gros problème pratique avec le fait de boire du café en action de pêche, c'est que l'odeur persistante ne s'arrête malheureusement pas seulement à l'appât piqué sur l'hameçon ou au corps du leurre souple. C'est une véritable contamination croisée incontrôlable qui s'opère insidieusement tout au long de votre belle matinée au bord de l'eau. Réfléchissez à vos mouvements. Vous tenez solidement votre tasse chaude, puis vous prenez machinalement la poignée en liège ou en mousse de votre canne préférée. La matière de la poignée s'imprègne instantanément. Vous moulinez pour ramener votre fil, la manivelle de votre moulinet prend l'odeur grasse. Vous cherchez une petite pince ou des ciseaux dans la grande poche de votre gilet, le tissu technique absorbe goulûment les huiles de vos doigts. Mais le pire drame de tous, c'est très certainement quand vous touchez votre ligne principale en tresse ou votre long bas de ligne en fluorocarbone invisible. Le fil de pêche, et tout particulièrement la tresse moderne, avec ses multiples petits brins savamment entrelacés, est une véritable et puissante éponge à odeur. En passant régulièrement le fil humide entre vos doigts sales pour vérifier la solidité d'un nœud, ou faire glisser doucement une petite chevrotine de plomb, vous enduisez consciencieusement plusieurs dizaines de centimètres de ligne avec vos huiles de petit déjeuner. Et là, le drame tactique est total et irréversible. Quand votre montage discret descend doucement vers les abysses du lac, le poisson suspendu ressent la subtile vibration du fil tendu qui fend l'eau de fond.
Il s'approche doucement en maraude, et la toute première chose que sa ligne latérale vibratoire et son nez sensible rencontrent, c'est ce grand sillage parfumé au petit déjeuner humain. Il va associer instantanément et définitivement cette ligne droite à un grand danger, bien avant même d'avoir pu voir votre superbe hameçon triple piquant caché en dessous. Transition. Le café comparé au pire répulsif chimique connu. Pour mettre les choses honnêtement en perspective et frapper les esprits, comparons ouvertement l'odeur du café quotidien à d'autres odeurs de la vie courante très bien connues dans le petit monde de la pêche pour être de véritables fléaux. On sait tous pertinemment que l'essence sans plomb de la barque, les forts solvants d'école, la grosse crème solaire de l'été ou la bombe anti-moustique agressive sont des répulsifs absolus pour la faune. Si vous vous aspergez copieusement les bras de produits anti-moustiques et que vous manipulez directement vos leurres juste après, tous vos copains vous diront sévèrement que vous êtes fou, allié, et que vous pouvez tranquillement dire adieu à votre session dominicale. Et cette remarque est parfaitement et scientifiquement exacte. La grande chimie de synthèse fait fuir la vie aquatique à des kilomètres. Mais curieusement, par un étrange aveuglement collectif, on a beaucoup de mal psychologique à classer le simple café chaud dans cette même catégorie destructrice sous le faux prétexte que c'est une merveilleuse boisson naturelle, réconfortante, très agréable à l'odeur pour nous et que l'on consomme avec plaisir tous les jours. C'est une énorme et fatale erreur d'anthropomorphisme de la part du pêcheur. Ce n'est absolument pas parce qu'une odeur ambiante est délicieuse et appétissante pour notre petit nez d'humain civilisé qu'elle l'est miraculeusement pour un grand brochet sauvage, une vieille truite fario tachetée ou un gros cendre de rivière. Eux, dans leur monde de survie quotidienne, ils cherchent instinctivement des odeurs puissantes de sang frais, de vases putréfiés, d'écrevisses écrasées sur les cailloux ou de petits poissons blancs mortellement blessés. Tout ce qui sort brutalement de ce champ d'odeurs aquatiques connu est immédiatement considéré comme hautement suspect. L'odeur extrêmement intense et concentrée d'une graine exotique brûlée venue tout droit d'Amérique du Sud n'a absolument rien à faire au fond d'un étang trouble européen. C'est un intrus chimique de tout premier ordre qui déclenche la fuite. Transition. L'alliance diabolique et destructrice du café et de la cigarette. Ah, je vous vois venir de loin avec un petit sourire coupable derrière votre écran. Beaucoup d'entre vous ne se contentent visiblement pas d'un simple petit café noir bien chaud pour affronter la fraîcheur matinale. Non, pour atteindre le niveau suprême de la grande détente au bord de l'eau, il y a très souvent la fameuse et incontournable cigarette allumée qui accompagne chaque gorgée de la tasse. Si la boisson seule est déjà un puissant frein majeur pour la réussite de vos prises potentielles, l'alliance toxique de la nicotine concentrée, du goudron noir et du café fortement torréfié sur la pulpe de vos doigts est l'équivalent sous-marin d'un gigantesque panneau d'interdiction de mordre, écrit en grandes lettres de feu. La nicotine pure est un poison organique extrêmement violent dans la nature. C'est à la base un puissant insecticide naturel, développé par la grande plante de tabac pour repousser les redoutables prédateurs. Les poissons, qui vivent dans un milieu très sensible aux toxines solubles, ont une sensibilité extraordinaire et vitale pour détecter ces poisons chimiques dissous. Quand vous mélangez joyeusement sur vos mains l'amertume grasse et collante de la boisson avec les innombrables résidus toxiques mortels de la combustion du tabac, vous créez un immonde cocktail répulsif que même le poisson le plus affamé et désespéré du lac ne touchera jamais de sa longue vie. Vous vous retrouvez alors bêtement à lancer inlassablement pendant toute la matinée un magnifique appât qui pue tout simplement la mort imminente. C'est exactement là que le pêcheur dépité s'assoit lourdement sur sa caisse, regarde tristement l'horizon vide et se dit avec une grande philosophie de comptoir que c'est fatalement la faute de la lune décroissante. Non, monsieur le pêcheur,
C'est purement la faute de l'odeur toxique profondément incrustée dans l'empreinte digitale de vos pouces. Transition. L'expérience très frustrante du fameux poisson suiveur. Laissez-moi vous raconter une petite situation extrêmement typique qui prouve ce phénomène chimique de manière incontestable sur le terrain. Vous ramenez votre beau poisson nageur tout doucement, en le faisant tressauter le long d'un vieil arbre immergé depuis des lustres. L'eau de la bordure est relativement claire ce matin-là. Soudain, miracle de la pêche, vous voyez une grande masse sombre se détacher lourdement du fond de sable. C'est un superbe poisson trophée. Il suit agressivement votre montage. Il nage furtivement juste derrière la bavette, à moins de 10 centimètres de la queue frétillante de votre magnifique leurre souple. Votre cœur de passionné s'emballe violemment dans votre poitrine. Vos mains tremblent un peu. Vous arrêtez complètement de respirer. Vous faites instinctivement la petite pause fatale, l'animation saccadée parfaite pour déclencher la grosse attaque réflexe tant attendue. Le gros prédateur s'approche collé au plastique, il va ouvrir sa gueule géante, et d'un coup sec et imprévisible, il donne un puissant et rageur coup de queue, fait demi-tour dans un énorme tourbillon d'eau de surface, et disparaît à tout jamais dans les profondeurs ténébreuses de la fosse. Vous hurlez de frustration pure dans le vide. Pourquoi a-t-il brutalement refusé la proie au tout dernier dixième de seconde? L'action de nage était pourtant belle, le mimétisme du leurre très imitatif. En réalité, il a refusé l'attaque parce qu'à 10 centimètres de distance, sa vue perçante ne sert presque plus du tout, c'est son odorat millimétrique qui prend le relais immédiat pour analyser finement la cible de très près. Et ce qu'il a très clairement senti à cet instant tragique précis, ce n'est pas le plastique salé, c'est l'indélébile trace laissée par vos gros doigts quand vous avez ajusté le petit nœud de la graffe métallique une petite demi-heure plus tôt, juste après avoir sagement fini de vider votre tasse de la maison. Ce fameux refus inexpliqué de dernière minute, c'est très souvent la signature indéniable d'un gros problème d'odeur indésirable. Transition. Le grand mythe des attractants miracles pour cacher toute la misère. Bien sûr, l'industrie moderne du matériel de pêche a intelligemment pensé à tout pour vous faire dépenser. Et beaucoup de pêcheurs se disent qu'ils ont enfin trouvé la grande parade tactique parfaite. Ils se disent tout simplement « J'ai malencontreusement touché mon beau leurre neuf avec mes mains pleines de résidus de café. Ce n'est pas très grave, je vais juste pulvériser un très bon gros coup de spray, attractant magique au fort parfum de calamar pourri ou d'ail confit dessus, et le tour sera magistralement joué. La très forte odeur synthétique de l'attractant liquide va totalement masquer ma grossière erreur humaine. » C'est une logique très humaine et basique, comme quelqu'un qui mettrait beaucoup de parfum cher pour essayer de cacher désespérément qu'il ne s'est pas douché depuis 3 longs jours. Mais pour le système olfactif surpuissant et hyper discriminatoire d'un vieux prédateur marin ou d'un seigneur d'eau douce, cela ne marche absolument pas du tout de cette manière naïve. Le système nerveux du poisson ne fait jamais une simple moyenne mathématique globale des odeurs mélangées. Il perçoit chaque molécule isolée de manière totalement distincte et séparée. Il va très bien sentir l'alléchante odeur de friture de l'attractant, mais il va sentir de façon tout aussi perçante et claire, en parallèle exact, la molécule intruse de café froid ou de nicotine âcre. Le grand danger perçu ne s'annule jamais magiquement avec une belle promesse de nourriture facile. Le poisson méfiant va analyser en une fraction de seconde un bon repas qui est malheureusement mélangé à un poison mortel potentiel. Face au tout moindre petit doute, et surtout pour un vieux poisson trophée solitaire qui a déjà été attrapé et piqué plusieurs fois dans sa vie, il choisira systématiquement l'option de la sécurité absolue. Il ne prendra sous aucun prétexte le moindre petit risque inutile pour son ventre.
Transition. L'hygiène absolue des mains du véritable traqueur silencieux. Alors, face à ce constat accablant, comment font ceux qui réussissent très régulièrement à prendre du poisson, là où absolument tous les autres font lamentablement chou blanc sur la berge? Les vrais grands traqueurs de poissons trophées, les spécialistes acharnés qui ne laissent absolument jamais le moindre petit détail au grand hasard, ont développé une hygiène de préparation des mains totalement irréprochable au bord de l'eau. Et attention, par hygiène, je ne parle surtout pas d'aller se laver consciencieusement les mains sous l'eau claire avec un beau petit savon de Marseille délicatement parfumé à la fleur de lavande. Surtout pas ce drame. Le résidu de savon parfumé du supermarché est chimiquement 100 fois pire et plus persistant que votre petite boisson noire. Je parle ici d'une recherche de neutralité chimique locale, absolue et totale. Un véritable bon pêcheur d'expérience, en arrivant le matin sur son précieux poste, va tout d'abord commencer par plonger longuement ses deux mains nues dans l'eau glaciale du lac ou de la rivière au courant. Il va ensuite frotter très vigoureusement ses paumes gercées avec la terre boueuse de la berge humide, avec un peu de vase nauséabonde du bord, ou aller jusqu'à écraser quelques feuilles vertes d'herbes locales arrachées sur place entre ses longs doigts agiles. Il va littéralement et profondément s'imprégner de la véritable odeur racine de son propre biotope de pêche. Ses mains calleuses doivent obligatoirement sentir le pur environnement naturel environnant, la vie aquatique microscopique, le bon humus de la forêt inondée. C'est uniquement et rigoureusement, après cette rustique purification boueuse obligatoire, qu'il va enfin s'autoriser le droit de toucher sa fine ligne, son bas de ligne en carbone transparent et la pointe de son piquant hameçon. C'est un tout petit rituel sauvage qui prend exactement 40 petites secondes à réaliser correctement, mais qui fait très exactement l'immense différence sur la balance entre une bredouille longue et très frustrante et la prise historique d'un gros poisson extrêmement méfiant et éduqué. Transition. La bonne méthode pour garder son rituel du matin sans tout gâcher bêtement. Ne vous inquiétez pas trop vite, je ne suis pas du tout en train de vous affirmer de manière péremptoire qu'il faut jeter de rage votre précieux thermos métallique à la poubelle publique et que la belle passion de la pêche doit obligatoirement devenir une triste pénitence spartiate et totalement sans aucune saveur le dimanche matin. Il y a évidemment des petits moyens très simples de contourner intelligemment ce problème invisible et de conserver ce petit plaisir vital du tout petit matin brumeux. La grande solution pratique est incroyablement simple et demande juste un tout petit peu de discipline personnelle et d'organisation méthodique sur place. Si vous tenez absolument à boire votre boisson très chaude avant le lever du jour, faites-le toujours de manière stricte avant de commencer à préparer la moindre partie de votre matériel de pêche. Buvez votre tasse brûlante près du coffre ouvert de votre voiture, savourez le beau moment de solitude tranquillement adossé à la carrosserie. Et ensuite, avant même de monter les précieux brins de votre canne en carbone, passez au rituel de nettoyage naturel et sauvage que je viens juste de vous décrire en détail. Frottez vigoureusement vos deux mains sales dans le sable rugueux ou la terre bien humide de la pente. Une autre excellente astuce technique, très largement utilisée dans les cercles très fermés des meilleurs pêcheurs de compétition, c'est de garder systématiquement un petit chiffon propre dédié très spécifiquement à essuyer la nourriture et les tasses de boisson et de vous obliger à manipuler le thermos lourd ou la nourriture grasse avec une seule et unique main, en gardant votre main forte, celle qui noue habilement les montages et qui manipule les fragiles leurres, rigoureusement propre, isolé et totalement protégé de la moindre petite contamination humaine. C'est avant tout une simple question de logique comportementale très basique au bord de l'eau. Transition. Pourquoi la vieille pêche classique aux appâts naturels pardonne encore beaucoup moins d'erreurs? Vous pourriez peut-être naïvement penser en écoutant cela que ce fâcheux problème moléculaire d'odeur de boisson torréfiée
ne concerne finalement que les pêcheurs ultramodernes, qui traquent les carnassiers aux leurres artificielles colorées en plastique souple. C'est une erreur magistrale et très commune d'interprétation de la biologie aquatique. En réalité pure, c'est un phénomène encore beaucoup plus dévastateur et implacable si vous pratiquez la pêche calme opposée, avec des appâts 100% naturels, comme de gros vers de terre frétillants, des petites teignes blanches, juteuses ou un beau vif bien nerveux. Pourquoi une telle différence de gravité? Tout simplement parce qu'un petit appât vivant est, par définition biologique, extrêmement perméable et très poreux. Quand vous prenez avec amour un beau lombric bien tendre entre le bout de vos doigts parfumés pour lécher minutieusement sur l'ardillon du petit hameçon piquant, la fine et fragile peau du ver absorbe profondément et instantanément la totalité des fluides amers et des huiles lourdes présents sur les crêtes de votre peau humaine. Le petit ver de terre condamné n'a tragiquement plus l'odeur rassurante de la bonne terre humide après la forte pluie. Il sent très littéralement la salle de pause et le petit déjeuner humain. Et comme vous pêchez généralement de manière très statique, en laissant paresseusement votre montage plombé reposer des heures au fond immobile de l'eau trouble, la mauvaise odeur importée a absolument tout le grand temps matériel de se diffuser très lentement et de polluer chimiquement toute la grande zone périphérique. Les célèbres poissons fouisseurs méticuleux, comme les grosses carpes prudentes, les grosses tanches dorées ou les beaux barbeaux puissants, qui utilisent principalement l'incroyable sensibilité de leurs grands barbillons tactiles et leur redoutable sens du goût pour détecter et fouiller la nourriture enfouie sur le fond meuble, vont repérer cette monstrueuse anomalie toxique de très très loin dans le courant. Votre beau petit coup si longuement et chèrement amorcé deviendra, à cause d'une seule misérable poignée de main caféinée mal essuyée, une immense zone totalement morte et durablement désertée. Transition. Le détail mécanique souvent fatal du fameux petit nœud de raccord mal humidifié. Il y a un autre petit geste mécanique réflexe que nous faisons absolument tous sans même y penser, des dizaines ou des centaines de fois par longue journée de pêche acharnée, et qui ruine littéralement et instantanément nos infimes chances de réussite si nous avons bu un petit café réconfortant juste avant l'action. C'est l'humidification classique et essentielle du nœud de raccordement de la ligne. Vous le savez tous très bien, pour serrer solidement un bon nœud résistant en nylon ou en gros fluorocarbone raide, sans malheureusement brûler et fragiliser dangereusement le fil à cause de la forte friction thermique, il faut impérativement le mouiller au préalable avec un peu de salive de la bouche. C'est un petit geste automatique ancestral. On passe machinalement le fil sec entre ses lèvres pincées. On serre fortement de chaque côté. On coupe précisément l'excédent au coupe-fil. Mais attendez une toute petite minute. Réfléchissez posément à la biochimie du moment. Si vous venez tout juste de boire une énorme gorgée de votre thermos brûlant, de quoi est exactement remplie et chargée votre salive à cet instant très précis? De résidus de café, de forts tanins végétaux, d'huiles amères très tenaces et peut-être même de sucre blanc en poudre. Vous venez de déposer délicatement cette petite salive ultra chargée en redoutable repoussoir chimique directement, sans intermédiaire, sur le point crucial le plus proche de la gueule de votre futur leurre, juste au-dessus de la courbure de l'hameçon meurtrier. C'est très exactement l'endroit stratégique précis que le poisson cible va regarder fixement et renifler abondamment de près avant de prendre sa décision finale d'attaque furtive. Sans même avoir osé toucher le fragile fil de carbone avec vos gros doigts sales du matin, vous avez totalement et durablement ruiné votre merveilleuse présentation avec les fluides de votre propre bouche humaine. La seule véritable solution de secours? Trempez toujours le petit nœud acéré directement dans la froide eau claire de la rivière de vos pieds avant de le fermer fermement en tirant.
Transition. Le faux effet placebo du grand jour de chance, absolument exceptionnel de la décennie. Je sais déjà très bien que certains irréductibles sceptiques cachés derrière leur petit écran d'ordinateur sont très probablement déjà en train de préparer méticuleusement un très long commentaire assassin pour me prouver qu'ils ont déjà miraculeusement pris un brochet monstrueux d'1,10 m avec un gros cigare puant dans une main et un grand gobelet en carton taché dans l'autre main pendant la bagarre. Et vous savez honnêtement quoi? Je vous crois totalement sur parole sans aucun problème. La grande et belle nature sauvage est entièrement faite d'exceptions rares. Quand un grand poisson imprévisible entre brutalement dans ce qu'on appelle communément une grande frénésie alimentaire incontrôlable, quand il est complètement rendu aveugle par la féroce concurrence immédiate avec ses nombreux congénères et par une agressivité territoriale foudroyante et absolue, il bondit, il attaque d'abord violemment et il réfléchit seulement ensuite avec la gueule fermée. Dans ces très très brefs moments de folie destructrice pure, vous pourriez théoriquement lui lancer un vieux bout de pneu de tracteur qui sent très fort l'eau de javel toxique, il le détruirait quand même dans une énorme gerbe d'eau. Mais restons un peu réalistes et honnêtes, une petite seconde entre passionnés. Combien de véritables et d'incroyables jours de frénésie alimentaire totale et magique rencontrez-vous réellement dans une seule année complète de pratique assidue de la pêche sportive? Un jour isolé? Peut-être péniblement 2 grands jours, si vous êtes un gars extrêmement chanceux et toujours fourré au bord de l'eau au lever du jour. Pour les 98% du longtemps restant de la dure saison civile, la pêche rime avec très grande difficulté. Les rares poissons sont lourdement éduqués par les remises à l'eau. Ils sont totalement apathiques face aux variations météorologiques extrêmement compliquées à décider, et le tout moindre petit détail chimique mis de travers sur votre précieux montage, comme une banale odeur de torréfaction, vous condamne inévitablement à l'échec et à la bredouille silencieuse et très humiliante en fin de parcours. Transition. Changer totalement et définitivement sa propre vision globale de la très difficile pêche en début de saison. Le froid et humide début de saison, c'est avant toute chose la grande et cruelle école de l'extrême patience et de la précision diabolique absolue. Après la très longue et pénible trêve hivernale obligatoire, la forte excitation intérieure nous pousse malheureusement et très souvent à vouloir griller imprudemment les précieuses étapes techniques de base, à pêcher beaucoup trop vite la berge, de manière beaucoup trop bruyante en tapant des pieds, et de manière globalement très brouillonne dans nos petits gestes délicats. Comprendre sérieusement et assimiler intimement ce grand concept souvent ignoré des redoutables odeurs chimiques indésirables, c'est véritablement franchir un énorme palier intellectuel dans sa longue vie de pêcheur au bord de l'eau. C'est tout simplement passer du médiocre stade, du simple lanceur compulsif, de petits bouts de ferraille aléatoires, au prestigieux statut respecté de véritable grand prédateur humain furtif. Un excellent prédateur dans la grande nature environnante ne sent absolument rien. Il se fond de manière parfaite dans la masse du décor végétal. Il devient quasiment invisible chimiquement parlant pour toutes ces petites proies. Si vous acceptez enfin la contrainte de bannir radicalement les fortes odeurs artificielles humaines de vos bouts de doigts gercés, vous allez presque subitement commencer à transformer ces fameux petits refus frustrants et extrêmement agaçants. Et ces très petites tapes timides, sans aucune suite concrète, en de redoutables attaques franches, très massives, lourdement englouties. Vous ne subirez enfin plus jamais le fameux et déprimant syndrome désespérant du poisson fantôme qui suit bêtement le petit bout de plastique jusqu'à la semelle de vos bottes boueuses avant de s'enfuir bêtement en provoquant un gros bouillon. Vous commencerez enfin à analyser et à comprendre pourquoi certains excellents pêcheurs discrets de votre petit groupe d'amis semblent étrangement avoir une insolente et incompréhensible réussite très régulière, quel que soit le mauvais temps bouché, le fort vent capricieux ou la basse température de l'eau boueuse de la rivière.
Ce n'est absolument pas de la simple magie noire, ni un don céleste inné. C'est purement de l'implacable furtivité et de la grande invisibilité chimique rigoureuse. Transition, l'importance vitale est très sous-estimée de purifier régulièrement ces vieilles boîtes de rangement de l'heure. La grande prise de conscience salvatrice ne doit cependant pas s'arrêter unilatéralement au simple bord de la rivière ou de l'étang trouble de votre lointaine enfance. Il faut logiquement l'appliquer avec une rigueur absolue dès la simple préparation de votre gros matériel usagé à la tiède maison. Vous êtes-vous seulement déjà demandé honnêtement un court instant si la vilaine odeur persistante de vieux café macéré, de la terrible petite cigarette froide fumée sous la pluie battante de novembre, ou simplement l'odeur piquante de l'épais gel douche bon marché de votre rapide toilette matinale, ne stagnait pas à l'intérieur même de tous vos innombrables et chers compartiments plastiques, laissés fermés très hermétiquement dans le garage depuis de très longs mois d'inactivité. Chaque misérable petite fois que vous rangez consciencieusement un beau leurre après l'avoir longuement et affectueusement manipulé, avec vos grosses mains douteuses et mal lavées, vous contaminez durablement et lourdement toutes vos propres et coûteuses boîtes de rangement, sans même vous en rendre compte une seule petite seconde. Et le grand miracle chimique du plastique très souple, gorgé de sel, de vos chers petits montages texans, agit sans attendre comme une véritable éponge synthétique qui va silencieusement macérer et fermenter dans ce triste jus chimique puant pendant d'interminables semaines entières de stockage. Le conseil technique ultime de grand maniaque avant le très proche et tant attendu grand début de la belle saison d'ouverture, c'est tout simplement de laver précautionneusement toutes vos nombreuses boîtes et tous vos divers leurres durs très chers à la simple grande eau claire mélangée avec un gros tas de bicarbonate de soude en poudre ménagère. Un très puissant purifiant minéral tout à fait naturel, redoutable d'efficacité abrasive et, surtout, véritablement et totalement sans la moindre odeur résiduelle. Oubliez à tout jamais et fermement la très mauvaise grande idée facile du classique petit liquide vaisselle agressif au citron vert synthétique. Un rinçage minutieux, pièce par petite pièce, à grande eau sous le petit robinet de l'évier, et un séchage prolongé à l'air libre pur donneront instantanément une très saine et merveilleuse seconde vie juvénile à votre superbe équipement coûteux. Vous repartirez confiant au bord de l'eau, sur une base matérielle très saine, hyper neutre chimiquement parlant, et prêt enfin à affronter bravement les gros cendres tatillons ou les grosses truites de ruisseaux les plus terriblement éduqués et fuyants de votre petite région sans trimballer derrière vous, ce satané et bruyant nuage olfactif invisible et indésirable. Transition, le grand et noble défi psychologique et mental de l'abandon complet des très vieilles habitudes toxiques. Au final des comptes d'une belle petite vie entière consacrée à traquer frénétiquement les belles proies à écailles, le tout plus grand et très difficile combat mental que vous aurez à mener sérieusement sur la longue durée pour éviter de subir sans rien dire ces humiliants capots en série à répétition, ce n'est finalement pas du tout contre le rusé poisson de fond. C'est bel et bien et uniquement contre vous-même et votre propre esprit de confort routinier d'humain paresseux. Les petites habitudes ancestrales ont souvent la peau terriblement dure et rugueuse. Le fameux et réconfortant rituel du gros thermos brûlant et de la fumante petite cigarette posée sur le cou mystique des 6 heures du petit matin glaçant d'ouverture est malheureusement très très profondément ancré à l'encre indélébile dans notre propre psychologie de pêcheurs européens fiers. C'est littéralement la sublime essence même de nos plus chers souvenirs d'enfance insouciante, assis à côté de nos vieux pères taciturnes, au bord de l'eau stagnante du vieil étang familial communal. Mais la difficile pêche au leurre moderne évolue à très grande vitesse technologique. Le niveau moyen de difficulté sur l'eau monte tout aussi considérablement d'années compliquées en années misérables. Et les moindres petits détails invisibles
et imperceptibles, telles que les fameuses odeurs humaines résiduelles, deviennent désormais très brutalement les ultimes facteurs déterminants et seuls garants du mince succès final du grand et beau jour. Ce que je vous demande de seulement essayer sincèrement d'appliquer lors de votre très prochaine et attendue sortie dominicale à la campagne lointaine, c'est purement et simplement de faire le petit test par vous-même, en toute honnêteté solitaire. Rangez le très bon café loin du poste, cachez le paquet de tabac toxique, lavez sérieusement vos 2 mains froides et nues profondément dans la vieille boue glaçante de la petite rive creusée, et pêchez un temps déterminé avec la plus grande, noble et absolue stricte neutralité olfactive naturelle possible. Observez finement, en bon chasseur très discret, la merveilleuse et surprenante façon dont les gros poissons agressifs réagissent soudainement mieux à vos bons appâts bien choisis. Observez admirativement la très grande et très lourde franchise des fortes touches transmises brutalement dans la légèreté de votre fine tresse tendue à mort. Vous risquez d'être extrêmement surpris et même sincèrement choqué par le radical et merveilleux changement positif de comportement de la sauvage faune aquatique éduquée. Il suffit parfois humblement d'une seule petite session très réussie au printemps pour briser net 40 années figées de fausses croyances destructrices d'ego et adopter joyeusement et définitivement l'attitude gagnante et indispensable du grand pêcheur véritablement méticuleux, chimiquement muet et parfaitement, totalement invisible sous l'eau. Pour résumer très simplement cette petite mise au point technique, nous venons enfin de mettre le doigt avec une précision redoutable sur l'un des pires tueurs silencieux de belles sessions d'ouverture, peut-être le plus sous-estimé de toute la longue histoire fascinante de la pêche sportive. Le grand moment de vérité crue de cette analyse tactique, le fantastique retournement de situation de cette grande révélation, c'est de réaliser intimement et avec une pointe de malaise que le mystérieux gros poisson tant espéré ne vous boude en fait pas du tout à cause de votre supposée mauvaise technique d'animation, ou de la mauvaise taille microscopique, ou de l'immonde couleur criarde de votre cher petit leurre neuf à paillettes, mais bel et bien et uniquement à cause de cette misérable fine pellicule chimique totalement invisible, grasse et très amère, que vous déposez joyeusement et avec une grande insouciante tendresse aveugle sur absolument tout votre matériel technique complexe, juste immédiatement après votre tranquille et sacré petit déjeuner sur l'herbe mouillée. Comprendre et assimiler pleinement le rôle véritablement fondamental et dominant de l'odorat animal, très développé dans une grande masse d'eau glaciale et fortement troublée par les pluies torrentielles d'avril, c'est tout bonnement et très radicalement modifier l'intégralité de son approche stratégique intime de la belle et dure traque de bordure. C'est accepter humblement avec le sourire de se salir lourdement les 2 mains calleuses dans la froide terre spongieuse pour se fondre parfaitement et sans un bruit dans le grand décor végétal. C'est surtout et enfin passer d'un simple pêcheur touriste lourd, extrêmement bruyant et très malodorant, à un véritable grand prédateur aquatique furtif, parfaitement et chimiquement muet et indétectable au sens animaux pointus. Je vous garantis personnellement avec certitude que si vous appliquez sérieusement et durement cette implacable petite discipline sauvage, très stricte et militaire sur l'absolue propreté chimique basique de vos bouts de doigts gourmands, vous allez inexorablement et très vite voir exploser vos petites statistiques affligeantes de franches touches loupées en ce tout difficile début de belle saison. Merci infiniment à vous d'avoir patiemment suivi cette longue mais vitale vidéo d'analyse jusqu'au tout dernier mot final. J'espère très sincèrement de tout cœur qu'elle vous a enfin complètement ouvert les 2 grands yeux sur ce tragique petit détail invisible, mais terriblement crucial, qui plombe vos nombreuses sorties compliquées. Si cette brutale et franche grande remise en question courageuse de toutes vos très rassurantes et très vieilles petites habitudes douillettes
vous a beaucoup plu ou fortement interpellé intellectuellement, n'oubliez surtout pas de vous abonner rapidement à la chaîne et de cliquer fort sur le fameux petit pouce bleu gratifiant pour pouvoir continuer à soutenir notre passionnant travail de recherche halieutique. Et maintenant, sans filet et sans peur, c'est l'heure du fameux grand moment de vérité inavouable dans le champ des nombreux commentaires animés en bas. Allez-vous encore têtu continuer à bêtement boire votre doux café en manipulant aveuglément vos chers leurres très fragiles en surface? Ou allez-vous enfin vous frotter très rudement les deux paumes ouvertes dans la boue froide et épaisse du bord, exactement comme les vrais et grands traqueurs de monstres respectés? J'attends vos nombreuses et franches réponses, avouées avec une très grande et sincère impatience non dissimulée. On se retrouve très très vite ensemble, de bonne humeur, pour un nouveau conseil de fou au bord de l'eau brumeuse de l'aube.